Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va Max? Ça va très 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 bien, j'ai très hâte aujourd'hui. Écoute, pareillement, très très hâte aujourd'hui. C'est le petit, je dirais pas l'indice, mais c'est le petit jeune en moi qui vibre en ce moment, donc j'ai bien hâte. Excellent, excellent. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, nous sommes en direct de Paris. Je vous dirai pas que c'est un match de football, mais ça va être tout comme. Aujourd'hui, nous avons l'exclusivité de recevoir un entrepreneur en série qui est le PDG fondateur de l'école des agents de joueurs de football, EAJF, et qui est aussi PDG de Belfort Group, également de Belfort Capital et CEO de 11 légendes. Sans plus attendre, recevons Sydney Brutinowski en direct de Paris. Sydney, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Merci à vous deux pour cette invitation, ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là. J'espère qu'on va passer un bon moment avec vos auditeurs aussi. Oui, tout à fait. Sydney, merci d'avoir répondu par la positive à cette invitation. Alors, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je viens tout à l'heure de mentionner l'intégralité des titres qu'on retrouve sur ton profil LinkedIn, ce qui est quand même assez exceptionnel et qui est quand même assez intéressant. Et moi, j'ai une question. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit tous ces titres-là, la personne, bien entendu, va être émerveillée, va être surprise, mais ça, c'est d'un point de vue professionnel. Si on en vient au Sydney, d'un point de vue personnel, c'est qui Sydney aujourd'hui? Sydney aujourd'hui, c'est l'enfant qui a grandi avec des valeurs qui ont été inculquées par une mère célibataire qui a élevé son enfant seul et qui a transmis des valeurs qui sont toujours les miennes aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis issu d'une famille de sportifs, non pas dans le football qui est mon domaine de prédilection aujourd'hui, que ce soit mes grands-parents, mes oncles, tout le monde faisait du sport, du volley à haut niveau, de la natation. Moi-même, j'étais en sport études de natation. Et c'est vrai que tout mon parcours de vie fait qu'aujourd'hui je suis celui que je suis aujourd'hui. Ma femme, mes enfants aussi m'ont permis de grandir, de me structurer, d'avoir un autre objectif. Et puis je pense que la vie nous met sur la route différentes étapes qui nous permettent de grandir et de nous cadrer. Certains arrivent à bien les passer, certains moins bien. Donc je pense que malgré certaines situations chaotiques personnelles et professionnelles que j'ai connues et très jeune malheureusement et aussi un peu plus vieux, on fait que aujourd'hui je prends la vie comme elle vient du bon côté en mettant en place beaucoup de choses pour mes enfants surtout. J'en ai deux, donc si un jour ils écoutent ce podcast, je vais les nommer. Donc Harry pour le grand et Jordan, ma petite dernière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus pour eux, pour moi, même si je le fais aussi pour moi, parce que l'argent qu'on va gagner à travers les business qu'on monte permet aussi de pouvoir leur offrir une vie, je veux pas dire meilleure que la mienne, parce que je suis pas à plaindre, même si on roulait pas sur l'or, mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de m'offrir la vie que moi j'ai pas vue, tout simplement. Excellent, excellent, très inspirant. On voit le passionné tant à la fois au niveau de sa famille qu'au niveau de ses activités. Et justement, tu parlais de famille, tu parlais de tes enfants, d'ailleurs à qui on envoie le bonjour quand ils vont regarder cette émission-là. Sydney, quand il était enfant, à quoi est-ce qu'il rêvait? Alors ça, c'est une question, enfin, avec les amis d'enfants, on se dit toujours, et même, je sais pas, je pense que ça arrive à beaucoup de gens de se faire des soirées euro million. C'est si je gagnais l'euro million, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça arrive
en tout cas, j'ai fait l'expérience avec plusieurs équipes de copains et on est capable de refaire le monde et de rester dessus 2 heures. Mais c'est vrai que j'avais pas une vision très précise de ce que je voulais faire. En tout cas, je savais ce que je voulais pas faire et ne voulais pas être. Mais c'est vrai que en France, on a très souvent la manie de mettre les gens dans des cases et je pense pas que ça soit qu'un problème franco-français. Je pense qu'aux États-Unis aussi, je pense que dans d'autres pays également. Et c'est vrai que bon, j'ai grandi en banlieue, je suis métisse. Donc c'est vrai que bon, parfois on te met dans des cases. Quand t'es un banlieusard, entre guillemets, on te prive de rêver à certains postes, à certains objectifs professionnels, etc. Et c'est vrai que je me suis toujours battu pour tout ce que j'ai eu. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai fait de très belles rencontres, aussi bien personnellement que dans un point de vue professionnel, qui m'ont permis d'évoluer et d'avancer. Mais ce que j'ai aujourd'hui, je le vois qu'à moi-même et à ma sueur. Mais j'ai pas pour répondre à ta question plus précisément, j'avais pas d'objectif. Je me suis pas dit, il faut que je sois un PDG du CAC 40 ou il faut que je sois riche du monde. Je me suis dit, il faut que je me lève le matin en aimant ce que je fais, en étant passionné, en pouvant avoir de la liberté. J'ai un problème avec l'autorité, donc c'est pas que j'ai pas une âme de syndicalisme, même si j'ai rien contre eux, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien être libre, être mon propre patron, donc ça c'est quelque chose que je voulais. Et donc depuis tout jeune, en réalité, j'ai presque jamais travaillé pour quelqu'un, sauf dans le cadre de stage pour mes études. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas être cloisonné au titre de salarié, c'est pas quelque chose qui me convenait. Je trouve ça quand même très intéressant ce que tu mentionnes, le fait de ne pas vouloir travailler pour personne, parce que ça représente un peu ton parcours professionnel présentement, où est-ce que tu as enchaîné, ou du moins tu continues d'enchaîner des projets et des entreprises, des activités en ton nom. Si tu pourrais peut-être nous en faire part ici au Canada, on connaît peut-être un peu moins tes activités, mais si tu pourrais peut-être nous en parler un peu. Mais partant de où est-ce que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous l'avez rappelé en prémisse de l'émission, je dirige l'école des agents de joueurs de football. C'est un projet qui est né en 2009. En réalité, le projet est né fin 2007, début 2008 dans ma tête. Suite à une expérience personnelle, c'est que moi j'ai voulu devenir agent de joueur de football. D'accord. Les raisons pour qui rejoignent aussi la première question que tu posais, Max, c'est quoi ton but? Bah voilà, je voulais aussi devenir quelqu'un et gagner beaucoup d'argent parce que je suis persuadé que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, il y contribue fortement. Effectivement. Et donc agent de joueur, c'était sympa. J'ai grandi en banlieue, donc je veux pas faire des clichés, mais c'est vrai qu'en banlieue, surtout en région parisienne, on a un vivier de jeunes joueurs extrêmement talentueux. Et il se fait que j'étais la ville voisine de Créteil, qui à l'époque était en Ligue 2, et donc du coup, j'avais beaucoup d'amis qui jouaient dans ce club, et je me suis retrouvé à regarder des contrats de joueurs et de sponsoring, alors que je n'étais pas agent, j'étais juste le copain d'un joueur. Et ça me paraissait simple. À la base, j'ai fait un cursus dans l'immobilier, donc bon, les notions de droit, je suis pas juriste, mais bon, j'arrive à comprendre des phrases avec des doubles négations et surtout des et donc voilà, de la lecture d'un simple contrat, je me suis dit bon bah entre guillemets de manière assez naïve, si c'est aussi simple que ça d'être agent, à l'époque mon ami avait gagné grâce à la remarque que je lui avais fait, il a pu gagner 5 000 euros en plus sur son contrat, donc ce qui n'était pas négligeable. Et donc je me suis dit, si c'est aussi simple que ça d'être agent, bah je vais faire les choses dans les règles. Je me suis renseigné, il fallait une licence pour devenir agent. Bon bah d'accord, on va passer la licence. Et puis là, je me suis retrouvé dans une école de commerce. Ce qui est assez marrant, c'est que cette école de commerce à l'époque ne m'avait rien apporté. Et aujourd'hui, le président de cette école de commerce est d'un ami. Donc parcours, mais c'est vrai que bon, en intégrant cette école de commerce,
Moi j'avais des étoiles plein les yeux, je connaissais déjà un peu le milieu du football, et puis quand je suis arrivé en cours, et ben je me suis retrouvé face à un prof qu'ils avaient pris de leur master pour me parler de finance, un agent de joueur de hand qui m'avait pris pour me parler du métier d'agent de joueur de football. Donc c'est vrai que là j'ai vite été déçu, j'avais payé 2500 euros, je crois. J'avais pas de support de cours, j'avais pas de alors le e-learning c'était même pas la peine d'en parler. J'avais rien quoi, juste une classe où on était une quinzaine, et vite après le début de la formation, je me suis dit on est quand même une quinzaine dans la classe, on a payé 2500 euros pour rien, parce que clairement c'était rien. Alors c'était rien contre l'école de commerce de l'époque, mais c'est vrai que ils étaient pas prêts, ils étaient pas structurés pour pouvoir accompagner des étudiants qui voulaient devenir agents de joueurs. Et donc je me suis dit, je vais créer la formation que moi je peux avoir, quoi, tout simplement, avec des professionnels du monde du football, avec des cours dans les stades, avec un partage de connaissances et des professionnels tout au long de l'année, des avocats, des juristes, des agents de joueurs et des vrais agents de joueurs de football qui ne font que dans le football et pas dans d'autres disciplines. Et donc c'est vrai que donc tout ça a cogité dans ma tête. Quand on est jeune, en tout cas, ce qui était mon cas, c'est que j'ai passé beaucoup de temps au début à réfléchir au logo, au nom. Classique. C'est classique. Plus qu'à la forme qu'au fond, mais au final, j'ai bien fait, puisque le nom aujourd'hui, École des agents de football, reflète bien l'activité, et puis sur le wording pour le SEO, pour Google, etc. Ça ressort bien. On a tous les mots, école, agent de joueur de football, donc c'est parfait. Mais bon, à l'époque, c'était pas ce qui me préoccupait. J'étais à milieu du SEO, etc. Et puis après, je suis allé au fond. Qu'est-ce qu'il faut pour être une école? Des agréments à obtenir. On ne crée pas une école comme ça. Et puis voilà, j'ai fait jouer mon réseau à droite, à gauche. Voilà, je veux monter une école, donc tout le monde me prenait pour un fou, parce que bon, j'ai 35 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 23 ans, et donc on me dit, oh, mais attends, tu vas être directeur d'école implicitement, et là je veux faire pas jouer la carte de la victimisation, mais bon, t'es métisse, tu veux monter une école, t'as pas de cheveux blancs, t'as pas pas doctorant, enfin voilà, plein de choses qui font que c'était et après moi c'est ma nature, plus on me dit que c'est impossible, plus j'y vais. Donc au fur et à mesure de c'est impossible, tu peux pas le faire sinon, mais attends, comment tu vas le faire, etc. Et à l'époque, je vais lui rendre hommage, et j'espère qu'il écoutera ce podcast. Je me suis associé avec un de mes camarades de promo dans l'école qui n'a pas fait l'affaire. Et donc on se dit allez, on va à fond. À l'époque, je me dis il faut qu'on fasse du bruit, qu'on parle de nous en bien ou en mal. Le plus important, c'est qu'on parle de nous. Et donc, on s'est dit, on va monter une conférence de presse. Et alors là, c'était le début des soucis, parce qu'une conférence de presse, si on veut parler de foot, bah, c'est mieux de la faire dans un stade, parce qu'il faut faire venir des journalistes. Donc, on s'est dit, on va la faire au Parc des Princes. C'était avant l'arrivée du Qatar, donc tout était beaucoup plus simple. Excellent. Je suis revenu par la suite, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus simple. Donc, on a fait une conférence de presse au Parc des Princes. On a réuni plus de 60 journalistes. Et là, moi, qui n'avais jamais fait de conférence de presse, jamais parlé à un journaliste de ma vie, je me suis retrouvé avec un parterre de 60 journalistes prêts à me fusiller par écrit, etc. D'ailleurs, je le ressentais dans les yeux, mais c'est vrai qu'on avait tous les plus gros médias français, national et local, sur la presse spé foot. Donc c'était cool, et ça a pas loupé, hein, le lendemain. Dézingué dans l'équipe. D'ailleurs, j'ai encore la parution presse, première marche pour monter dans mon bureau. C'est la première parution presse qui est affichée, avec deux gros agents français, deux agents de joueurs français, donc un qui a pris sa retraite et un autre qui est devenu un ami. Et l'un des plus gros présidents français du football, à savoir Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique de Lyonnais, disant que l'école des agents de joueurs de football ne servait à rien, qu'il n'y avait pas besoin d'école pour devenir agent, que c'était un métier, c'était hardcore, hein, mais c'était un métier qui ne s'apprenait pas dans les livres, et etc. Donc
En tout cas, j'ai eu j'ai eu une page dans l'équipe. Mon nom est revenu pas mal de fois. Et puis après, c'est vrai que j'ai fait plusieurs parutions télé, pareil, où on me confrontait, moi, à un agent qui disait que ça servait à rien, etc. Qui est intervenu cette année pour nos étudiants sur la plateforme e-learning. Et donc, c'est vrai que, voilà, de fil en aiguille, c'était un métier qui avait une mauvaise réputation parce qu'on a souvent assimilé le métier d'agent de joueur à un espèce de mercenaire qui prenait des jeunes joueurs et qui les revendait très cher à des clubs et qui prenait beaucoup de commissions et qui gagnait plus d'argent que son client. La réalité, c'est que j'ai envie de dire que toutes les professions commerciales souffrent un peu de cette image-là, que vous soyez agent immobilier, vendeur de voitures, peu importe, dès qu'il y a une dimension commerciale. Et après, ça dépend des pays parce qu'on a aussi un rapport à l'argent qui est différent en fonction qu'on soit chinois ou européen ou américain. Ouais. En tout cas, en France, gagner de l'argent et beaucoup d'argent comme le véhicule de l'industrie du football, c'était pas bien vu. Donc j'ai pris ce rôle très à cœur, c'est de faire connaître cette profession au grand public, Okay. de démocratiser et de désacraliser cette profession d'agent en expliquant quelles étaient les missions et les rôles de l'agent, là où s'arrêtaient ses capacités. Il y a quand même un examen d'une grande complexité juridique et là je tire un grand bravo à tous mes étudiants depuis plus de 10 ans qui suivent nos différents programmes puisque l'examen n'est pas facile. Il est peut-être facile ou d'être passionné par le football et de connaître les positions des joueurs et les transferts pendant les 10 mercatos passés, mais connaître 10 notions, enfin 9 notions de matière juridique plus 3 de spécifiques au football, c'est costaud, surtout qu'on a un temps réduit. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Bravo à tous les étudiants qui passent par le SGF et qui prennent le temps de se former. C'est aussi alors, j'adore mon pays, hein, mais c'est vrai qu'on a un problème avec la formation. On a peur de se former ou pas le temps. En France, on a ce qu'on appelle un outil qui vous permet de cotiser mensuellement pour avoir le droit à l'accès à la formation, qui s'appelle le CPF. Donc, quand vous êtes salarié, vous pouvez vous cumuler mensuellement des heures vous permettant de faire des formations pour de l'anglais, des formations pour Photoshop, ce que vous voulez, et on s'est rendu compte que plus de 62%, je crois, la dernière étude, 62% des Français n'utilisaient pas leur droit individuel à la formation. Donc c'est vrai qu'on est en retard. Et donc pour revenir à la question initiale, c'est vrai que j'ai grandi en même temps que mon projet. J'ai mis les pieds dedans, j'ai mis les doigts dans la prise et on crée l'école. Et après, on a créé la société, mais en fait, avant de créer la société, il fallait faire un dossier pour avoir le statut, entre guillemets, d'organisme de formation. Donc, du coup, on fait marche arrière. On a perdu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, ce qui me permet d'être armé face à l'administration, c'est vrai qu'à l'époque, on me disait, il manque le papier bleu, le papier jaune, le papier rouge, il manquait toujours quelque chose. Je vois bien l'agent en train de dire, il manque ci, il manque ci, il manque ci, il manque ça. Moi, je vois la scène dans, je pense que c'est Astérix. C'était exactement ça. C'est exactement ça, sauf que c'était à grandeur nature. Donc, je prenais mon scooter, un tour de périph', un papier là, un papier là, un papier là. Et donc, au final, tu t'armes de patience. Et tu te dis, il faut pas que je craque. Parce que tous les gens qui t'ont dit, tu vas pas y arriver, t'es fou, tu peux pas y arriver, t'es fou. Si tu leur donnes raison alors que tu es en pleine création et constitution de la société, ils ont gagné. J'aime pas perdre. Je suis un mauvais perdant, j'aime pas perdre. Mon signe astrologique, c'est Scorpion, et tous les Scorpions, on est pareil, vous vous reconnaissez. Mais d'ailleurs, tu l'as mentionné, tu as 23 ans. Quand tu décides de partir sur ce projet, on te dit, t'as pas les cheveux gris, t'as pas les cheveux blancs, t'as pas le décorum, t'as pas le parcours, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, les agents ont pas nécessairement, du moins les agents n'avaient pas cette réputation positive. Dans tout ça, c'est une multitude de défis. Comment tu réussis par passer à travers, puis aujourd'hui à 35 ans d'être à la hauteur, puis d'être un leader dans l'industrie? Alors, la chance, c'est que
les agents ont toujours œuvré un peu dans le secret, non pas parce qu'ils ont des choses à cacher, mais parce que à chaque fois qu'il y avait une sortie médiatique, ils se faisaient dézinguer. Donc à un moment donné, les agents en place ont dit bon bah si à chaque fois qu'on parle à la presse, ça se retourne contre nous, on parle plus. Et puis il y a la notion de confidentialité parce qu'il y a des montants, etc. Donc la chance que j'avais, c'est que personne voulait parler de cette profession. C'était un peu, tu vois, c'était un bâton de dynamite ou agent. Et j'étais le seul à prendre la parole. J'étais le seul à me positionner, à dire mais moi je veux parler. Donc là les journalistes ça les intéressait, en disant oui mais pourquoi vous acceptez de parler? Alors il y a quelque chose, il y a un point très important, c'est que moi je ne suis pas agent. Je ne suis pas agent de joueur. Donc quand je me suis inscrit dans cette école pour passer la licence, je n'ai pas eu ce diplôme. Et ensuite je suis rentré dans la création de l'école. Donc je suis pas affilié à des instances nationales, des instances européennes ou des instances internationales. J'ai de très bons contacts avec des instances européennes et internationales, donc l'UEFA et la FIFA. Je tends à en avoir de très bonnes 10 ans après, peut-être avec la Fédération française de football. Et j'espère qu'ils écoutent ce podcast. Si vous êtes disponible, je le suis. mais voilà, il faut se dire que plus on parle de toi, et ça c'est le côté com, mais le côté com fonctionne que avec le fond. La forme, ça dure pas longtemps. Tu vas pouvoir faire du buzz et générer du like, ce que tu veux, ou de l'engagement. Si derrière le fond, il est pas là, c'est une coquille vide. Donc, le plus important, c'est que les étudiants qui s'inscrivent chez moi aient la licence. Parce que tu viens payer des fees à l'entrée, c'est pour être formé et être prêt à l'examen. D'accord? Et ensuite de ça, double vocation, c'est que moi, je me suis dit, le réseau, c'est primordial. C'est aujourd'hui un agent qui n'a pas de réseau, il peut pas travailler. Ok, il y a LinkedIn, ok, il y a Facebook, ok, il y a Instagram, ok, il y a Twitter, ce que tu veux, mais ça remplace pas le contact humain, ça remplace pas la confiance que tu vas mettre dans l'homme. Et donc du coup, j'ai voulu offrir aux étudiants un réseau pendant leur formation, à travers les professeurs qui vont avoir. Alors, on les appelle professeurs parce que ils transmettent. Mais en réalité, ce sont des professionnels du monde du juridique et du monde du football. Donc, on a beaucoup d'avocats, beaucoup d'avocats qui interagissent avec le monde du sport et le monde du football plus particulièrement. Donc, quand vous avez, peu importe, je vais pas citer de nom, mais on peut prendre Moustapha Camara qui a écrit une thèse pour la FIFA, qui est aujourd'hui un cabinet d'avocats sur Paris, qui interagit pour de nombreux joueurs aussi bien en Afrique qu'en Europe. Quand il va vous parler des réglementations, il va aérer sa matière de cours par son expérience personnelle. Ouais. Vous voyez, quand vous avez un autre prof qui est déjà enseignant à HEC Paris, qui nous fait l'honneur de pouvoir venir enseigner aussi à nos étudiants, mais qui est spécialisé dans la fiscalité, qui est en France une matière qui est pas forcément très drôle et très amusante, mais qui va vous expliquer parallèle comment il a pu gérer la fiscalité d'un joueur qui est français, qui part jouer en Angleterre, et qui vous le matérialise avec son expérience et ses propres mots à lui, qu'on sort du contexte du livre et des manuels de formation qu'on peut fournir. L'expérience est beaucoup plus enrichissante. Et quand vous allez avoir la licence, vous n'avez pas besoin de savoir avec qui vous allez passer pour la fiscalité, avec qui vous allez passer si vous avez un joueur qui vient du territoire africain, etc. Vous avez déjà vos professeurs. C'est votre premier réseau, c'est vos intervenants, vos camarades de classe, bien évidemment, parce que maintenant j'ai quasiment tout le marché. Aujourd'hui, devenir agent de joueur de football, on est obligé de passer par le HJF. C'est pas prétentieux de le dire, mais aujourd'hui, on est la seule plateforme permettant de réussir l'examen. Il y a des formations qui se sont créées, mais ça fait partie du jeu, mais elles se créent, elles existent un jour, elles ferment le lendemain. Nous, on existe depuis 10 ans, donc voilà, il faut prendre conscience que quand on intègre le SGF, on intègre le réseau aussi bien intervenant que camarades de promo, et donc tout ça fait que quand tu sors, tu peux travailler. C'est sûr que si tu arrives chez moi et que tu te dis moi je veux bouffer le monde et je vais faire des millions d'euros, moi j'ai aucun problème avec ce discours et ça me va très bien. Ce que je veux comprendre avec les étudiants, c'est comment tu vas faire pour y arriver. Ouais. Tu gagnes des millions d'euros, mais le métier d'agent de joueur, c'est pas un métier magique. Enfin, tu vas pas commencer lundi avec 0 dans les poches
et finir ta semaine avec 2 millions sur le compte bancaire. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que ça n'existe pas. Même si tu es fan de Jordan Belfort et que tu as regardé le Loup de Wall Street en boucle, que tu as lu son livre 18 fois, tu sais très bien qu'il n'a pas commencé avec zéro et que ça n'a pas pris une semaine. Donc, même si tes repères, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, et je fais partie aussi de cette génération, mais on a beaucoup moins de patience qu'avant. Ouais. Parce que peut-être qu'on nous nourrit de beaucoup trop de choses sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Et on se dit que c'est facile d'avoir une villa à Miami et de rouler en Rolls-Royce. Or, la réalité, c'est que c'est pas facile. Il faut travailler. Et donc, nous, ce qu'on inculque à nos étudiants, moi, l'étudiant ou l'étudiante, quand elle vient ici, j'ai envie qu'elle ressorte grandie, qui est au-delà d'apprendre du par cœur pour ressortir à l'examen. Dans sa vie d'homme ou de femme, l'étudiant se dise, OK, j'ai appris quelque chose, je suis armé et ça va me servir pour ma vie, même si je souhaite me réorienter plus tard. J'ai gardé quelque chose et des contacts, mais aussi une organisation et surtout de me projeter dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas donné à tout le monde. Être agent de joueur, c'est être entrepreneur, intrapreneur, c'est pas compter ses heures, et c'est quelque chose qui malheureusement échappe à beaucoup de personnes. On se dit c'est bien, lui il a réussi, il a une belle montre, il a une grosse voiture et puis il part souvent en vacances. Ouais. La réalité, c'est qu'un entrepreneur, c'est pas la même vie qu'un salarié. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux choses complètement différentes. L'entrepreneur ne s'arrête jamais. Je sais de quoi je parle parce que je ne m'arrête jamais, sauf quand je dors. Et encore, quand je dors, à côté de moi, j'ai l'iPad ou le téléphone, mais avant j'avais le carnet avec un stylo. Ouais. Et tu sais pas comment elles arrivent la nuit, tu les notes, t'écris mal, le lendemain matin t'essaies de déchiffrer et tu te dis qu'est-ce que je voulais dire. Et voilà, donc il faut se dire que quand on devient agent de joueur, on est à son compte. On va miser uniquement sur ses propres capacités, mais il va falloir quand même se déplacer, il va falloir quand même inviter des gens à déjeuner, payer ses repas, l'hôtel, le restaurant, ça chiffre vite. En France, on a 40 clubs professionnels, Ligue 1, Ligue 2. D'accord. Et en club de national, on va avoir le double, voire le triple. Mais l'idée, c'est de se dire que pour être agent, il faut connaître tous les clubs. Donc à minima, tu vas avoir les 40 clubs. J'ai budgétisé tout ça parce que j'ai un programme maintenant qui permet de plus aller voir les 40 clubs. En grosso modo, si tu vas voir un club, ça te coûte entre 300 et 400 euros le déplacement, entre les frais d'essence, les péages, l'hôtel, et quand tu vas aller sur place, tu vas pas offrir un café, quoi. Tu vas prendre pour déjeuner ou pour dîner. Donc le repas pour deux, voilà. Donc c'est grosso modo, ça te coûte ce montant-là. Et encore faut-il que sur place, on daigne bien t'ouvrir la porte, parce que parfois le directeur sportif, le président, le coach, peu importe avec qui tu as rendez-vous, s'il a une crise dans son club à l'instant T ou s'il a un souci à gérer, t'es plus sa priorité. Effectivement. Déplacement pour rien. Peut-être que tu vas rester 2 jours sur place, donc ça va te coûter plus d'argent. Mais tout ça, il faut l'appréhender. Donc moi, ce que je dis à chaque fois aux étudiants, c'est d'accord, vous voulez devenir agent de joueur de football. Quel est votre cash flow disponible au départ? Si j'ai 0, il faut s'y mettre tout de suite à commencer à créer une trésorerie. Si j'ai de l'argent de côté, d'accord, comment vous comptez l'utiliser? Parce que si c'est pour me dire que je vais faire des belles cartes de visite versus moi qui cherchais il y a 10 ans le beau logo, le beau nom, d'accord, c'est très bien, mais vous allez perdre du temps parce que la carte de visite, il faut la faire, mais on a juste besoin d'avoir votre numéro de téléphone et votre adresse mail pour communiquer avec vous. Le logo, c'est bien aussi de l'avoir. Maintenant, il y a beaucoup de SEO, de référencement, etc. Donc le monde a changé, donc on est obligé de s'adapter. Mais le fond, c'est quoi? Qui vous allez rencontrer? Comment vous allez démarcher les gens, etc., etc. Donc c'est aujourd'hui cette patte que je souhaite transmettre aux étudiants. Donc quand je dis c'est nous, c'est l'ensemble de mes équipes. C'est vrai que moi j'interagis plus avec les étudiants du programme élite, déjà parce qu'ils sont plus souvent ici et c'est le programme élite comme son nom l'indique. Mais c'est vrai que c'est autant de phases qui sont délicates quand on se lance dans un business, de se dire ok, c'est un métier atypique parce que un pizzaiolo, il sait qu'il lui faut de la sauce tomate, un four et un local. Agent de joueur, on va se dire il lui faut un ordinateur, un portable et une voiture. Donc et derrière, il n'y a aucune banque en France qui te suivra sur la création le meilleur business plan que tu veux. Tu vas voir ton banquier en disant je suis agent de joueur de football, je voudrais un prêt de 40 000 euros. Tu vas te dire mais non.
Parce que, Mais c'est arabe, même pour eux, c'est abstrait. Ouais, effectivement. Et moi, j'ai une question quand même assez importante qui nous tient quand même à cœur ici au Canada. Je pense qu'en France, ça doit être le cas, j'espère en tout cas. La question des femmes dans le football est très importante. Je voulais savoir, mais toi qui es un spécialiste justement de la formation de tout, euh, toutes et tous ces professionnels-là, la part de femmes justement dans ce domaine-là, qu'est-ce que ça représente? Ah, c'est infime, hein, mais je suis heureux que tu poses la question parce que je milite pour qu'on ait plus de femmes dans le sport. Sur la partie agent, j'ai de plus en plus de femmes. Enfin, il y a 10 ans, j'en avais pas du tout. D'accord. 5 ans, j'en ai de plus en plus. Là, cette année, on doit être à une douzaine, ce qui est un chiffre énorme pour moi, mais qui en réalité est rien, parce qu'on est quand même que plus de 65 millions de Français et de Françaises. Mais c'est vrai que, et contrairement à ce qu'on pense, les femmes ne seront pas amenées à devenir des agents de joueuses. Elles ont leur part pour devenir des agents de joueurs et qu'on fasse pas, encore une fois, ces clivages de mettre les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Je pense que les femmes ont beaucoup de choses à apporter là où les hommes sont parfois peut-être un peu plus rentre dedans, têtus, bornés. Je dis pas que les femmes ne le sont pas. Je ne citerai pas certaines femmes que j'ai en tête, mais voilà, c'est quelque chose de différent. Il faut juste saisir l'opportunité. Il faut aussi que les joueurs acceptent d'être représentés par une femme, parce que c'est le joueur qui fait l'agent et c'est pas l'agent qui fait le joueur. Ça, c'est très important. Donc à partir du moment où tout le monde joue le jeu, enfin voilà, je vois pas pourquoi une femme serait moins compétente qu'un homme. Et il y a des mauvais partout, chez les hommes, chez les femmes. Et donc, en tout cas, nous, on est ravis de les accueillir de plus en plus nombreuses. Et s'il y en a qui nous écoutent, sachez qu'on porte une attention toute particulière aux candidatures féminines parce que, encore une fois, pour moi, vous avez une carte à jouer et c'est très important de pouvoir avoir cette féminisation du sport. Non pas parce que c'est tendance, parce que ça me passe au-dessus, mais parce que, encore une fois, il y a une plus-value qui peut être apportée à ce sport et à ce métier surtout. On lance l'invitation à toutes ces femmes qui désirent, qui ont cette aspiration à devenir agentes de joueurs. Sydney est la personne. Effectivement. Effectivement. Alors, justement, à travers tout ce beau parcours-là dont tu viens de nous parler et toutes ces réalisations-là, si aujourd'hui on en vient à te demander, Sydney, quelle est l'une de tes plus belles réalisations, même si je sais, en tout cas, Jeff et moi savons que ça peut être difficile de faire un choix, de quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Comme tous les entrepreneurs, je pense que la plus belle réalisation que je vais faire, c'est celle que je ferai demain. Et puis demain, je te dirai, c'est celle que je ferai après-demain, etc. C'est vrai qu'un entrepreneur, il en veut toujours plus parce il a envie de créer, il a envie de faire changer les choses, ce qui est vraiment mon cas et vraiment mon motif. Avoir créé l'école, c'est une de mes grandes fiertés, de pouvoir offrir la chance à des hommes et des femmes à qui on a dit que les études c'était pas pour eux, à qui on a dit que le football c'était pas pour eux, etc. Aujourd'hui, le PSG accepte tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis, pas de prérequis scolaires, pardon. Et et voilà, et j'ai vu des étudiants avec des bacs plus 5 échouer à l'examen, là où j'ai vu des étudiants avec un niveau BEP, donc bac moins 2, y arriver au la main parce que pour les mêmes raisons, et je pense que c'est un truc qui anime beaucoup de personnes, c'est que quand on te dit que tu vas pas y arriver et que tu n'as pas les capacités, bah tu te sors les doigts des fesses et tu te dis bah t'y vas à fond quoi, t'y vas à fond. Alors que quand on te dit que t'as un bac plus 5, on dit que t'es le meilleur, on dit que t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, félicitations, etc. Et donc tu te dis bon bah le droit j'ai déjà vu, c'est facile pour moi. Donc ouais, c'est une grande fierté d'avoir pu permettre à des hommes et des femmes qui sont dans le même état d'esprit que moi il y a 10 ans, et de se dire bah voilà, on me tend une main aujourd'hui et de pouvoir venir étudier dans un cadre idyllique, parce que voilà, tout ce que je fais, je le fais bien, en tout cas je pense le faire bien, je le fais beau parce que j'aime quand c'est beau, et donc voilà, enfin le siège, quand vous viendrez à Paris et quand
le monde aura le droit de voyager. Ben oui. C'est un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Donc, mes voisins, c'est des joueurs de foot du Paris Saint-Germain. Les salles de repos sont dans ces deux liens. Il y a un jardin, etc. Donc, les étudiants sont vraiment dans un cadre. Donc, à tous ceux à qui on a dit, et j'en faisais partie aussi à l'époque, bah, tu passeras pas le périphérique parce que je suis de l'autre côté du périphérique et j'ai mieux que ceux qui avaient qui étaient de l'autre côté à l'époque. Donc, voilà, il faut se décomplexer parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai été complexé par le fait d'être un banlieusard etc. Donc, j'ai voulu rentrer dans le cliché du banlieusard, mais je me suis rendu compte je voulais autre chose. Et donc voilà, donc aujourd'hui, tout à chacun a la possibilité de devenir agent. Je casse les codes encore de l'éducation parce que cette année, je lance une formule, entre guillemets, ou une option inclus dans tous les programmes en illimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous inscrivez chez moi et que vous réussissez pas l'examen, vous avez accès au e-learning à vitam aeternam. Si vous mettez 10 ans pour avoir la licence, bah vous mettrez 10 ans sans payer 1 euro de plus. Excellent. Sans payer 1 euro de plus. Donc ça, c'est vraiment... alors, certains trouveront ça normal, mais en tout cas, dans l'éducation en France, ça se fait pas. Dans l'éducation payante, j'entends, ça se fait pas. Il y a aucune école de commerce qui le propose, et je pense pas qu'elle le propose parce que leur business model ne repose pas là-dessus. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, qui tenait à cœur aussi à toutes les équipes, et donc voilà, donc on a lancé ça cette année, l'offre illimitée. En cas d'échec à l'examen, vous avez accès au e-learning à vitam aeternam. Ben, c'est génial, je trouve ça, c'est de donner toute l'opportunité. Ça, à tous ceux qu'on a dit qui pourront pas réussir. Donc, je pense que ça représente beaucoup, comme tu l'as mentionné beaucoup au départ, tes valeurs et la personne que tu veux représenter et ce que tu veux redonner, ultimement. C'est ça, exactement. Puis voilà, surtout se dépasser, de ne pas avoir peur de bouger les lignes, parce que de toute manière, il y aura toujours une personne pour vous dire que c'est pas fait pour vous, que vous êtes incapable et que vous méritez pas d'être là. La réalité, c'est que quand on ne fait rien, bah forcément, on prend pas de risques et puis on garde le même train-train. Et quand on prend des risques, on a une chance que ça se passe bien et d'avoir un résultat magnifique et fermer la bouche à de nombreuses personnes. Donc c'est vraiment un point important. Super. Ben écoute, je trouve ça phénoménal et bravo pour tout ton cheminement et tout ton parcours et l'empreinte que tu veux laisser à ces jeunes ou moins jeunes qui décident de grandir dans ce milieu. Maintenant, si on revient à Sydney, on a parlé au départ de tes valeurs puis de l'importance de la famille, et l'importance forcément du foot dans ta vie. On sent que c'est un passionné. On parle à un passionné. Tu pourrais nous parler un peu de tes passions, peut-être au-delà de ton travail, ou peut-être elles sont impliquées dans ton travail, mais je trouverais ça. Alors j'aime beaucoup ma famille. Pour ça, je pense que ça, je l'ai répété. J'aime mes amis parce que c'est ma famille. Ça fait voilà, c'est mon pilier. C'est des gens qui permettent d'avancer, même si elles n'ont pas conscience de tes difficultés dans le travail, parce que voilà, enfin quand je pars du travail, les soucis que j'ai au travail, je les garde que pour moi dans ma tête, parce que si c'est pour les ressasser, ça sert pas à grand chose, en tout cas de mon point de vue, même si je sais que certains ne le partagent pas. Mais c'est vrai que avec une blague, avec un sourire, avec un resto, avec un je passe te voir, etc. Bah du coup ça permet de dégayer un peu la journée et de se rendre compte que même s'il y a eu des problèmes dans la journée au travail, c'est pas grave, de toute manière ils seront toujours là demain, et même une fois réglés, il y en aura des nouveaux qui vont arriver. Donc c'est voilà, la famille pour moi, c'est je vais pas dire que c'est ma passion, parce que j'aime les gens, j'aime être entouré, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, j'aime discuter, j'aime échanger, j'aime découvrir des nouvelles cultures. C'est vrai que le foot, j'adore le foot. Passionné, on va dire que c'est un grand mot quand je vois certains de mes amis qui se grattent à 100 quand on est ensemble et qui peuvent pas voir un match. C'est peut-être dû au fait que je suis dans cette industrie, donc du coup j'arrive plus à me détacher et je connais l'envers du décor, donc du coup peut-être ça rend les choses un peu moins glamour, un peu moins sexy, mais je suis comme un fou quand on gagne la Coupe du Monde, je suis comme un fou quand on gagne des tours dans la Ligue des Champions, voilà. Mais c'est vrai que la passion, ouais, s'il y en a une, c'est l'économie et
et tout le business que hors sportif que peut générer le football. Moi, je m'intéresse beaucoup au sponsoring, je m'intéresse beaucoup aux chiffres que génère le football, comment sont gérés les clubs, etc. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans. Et puis après, voilà, je m'intéresse aussi à la tech, je m'intéresse aussi aux nouvelles tendances, même si je suis pas un expert de l'IT, même si, enfin voilà, je pense que le meilleur moyen de grandir et d'aller chercher des idées, c'est de s'intéresser à tout. Effectivement. On peut avoir une sensibilité. Moi, c'est les miens. J'adore le sport. Je regarde tous les sports. Voilà, je suis passionné de football américain. Voilà, parce que je l'ai pas. C'est surprenant, ça. C'est surprenant. Je suis seul, je suis seul, non, parce qu'ils font de l'audience quand même, mais je suis seul de mes amis à regarder le Super Bowl, à pas me coucher, à arriver le lendemain au bureau fatigué. Mais ouais, j'adore le sport parce que j'y ai joué, alors à petit niveau, j'y ai joué, donc du coup je comprends les règles, c'est déjà. Et puis je trouve qu'il est magnifique. Et puis c'est surtout quand tu regardes, je regarde d'autres matchs que le Super Bowl, mais quand tu regardes le Super Bowl, moi qui suis passionné aussi des chiffres, etc. Enfin, t'as toute la dimension américaine qui rentre dedans et tu sais que le spot pub il coûte tant, tu sais les retombées de la marque l'année précédente. Enfin, tu te dis que pourquoi nous en France on n'a pas ça quoi. Tu vois, sur une finale de Coupe de France, bon voilà, on a un show qui est fatigué quoi. Désolé pour ceux qui l'organisent, mais franchement. Mais enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet te permet de voir le monde depuis ton canapé en caleçon, quoi. Donc, des mecs qui avaient jamais vu le Super Bowl encore 5 ans, bah, là, ils regardent le replay le lendemain sur W9. Ils te disent, t'as la telle star qui a fait ça, telle star qui est venue. Et toi, en France, bah, quelques jours après, t'as la Coupe de France, quoi, avec rien, des confettis qui volent dans le stade. Enfin, tu vois, après, tu payes pas c'est sûr que aujourd'hui, pour payer 5 000 € la place de la Coupe de France, il n'y a aucun Français qui le fera. Alors que pour le Super Bowl, c'est le prix pour être avec les pigeons en haut. Ah oui, puis ils le font. Il y a des listes d'attente. Et moi, je serais sur le territoire américain, crois-moi que je l'aurais fait déjà plusieurs fois. Plusieurs fois. Parce que tu vis un moment, tu vis une expérience. C'est vrai qu'en France, on n'a pas pris ce tournant de l'expérience on y essaye, mais on rame. Parce que les stades n'ont pas été créés pour ça. Enfin, tu vois, on n'a pas de wifi dans les stades, ou en tout cas, c'est très, très bancal. Ça marche pas très bien. Donc, du coup, quand tu veux partager des moments sur les réseaux sociaux, etc., enfin, tu vois, c'est pas encore, c'est autre chose. C'est pas encore top, mais voilà, pour te dire, ma passion, c'est tout ce qui gravite autour du business. Et puis voilà, les rencontres, je pourrais parler des heures et des heures avec une personne que je viens de rencontrer et qui me raconte sa vie, et puis on se raconte nos vies, et voilà, quoi. J'aime les gens. Et ça paraît. Excellent. Et justement, tout à l'heure, tu mentionnais l'expérience. Nous, en tout cas, on est vraiment, vraiment ravis de t'avoir avec nous. C'est une expérience quand même très, très, très enrichissante, tout ce que tu viens de partager avec nous. Et je pense qu'on aura certainement une deuxième partie. Je pense que Jeff est d'avis avec moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations encore qu'il faut que tu nous partages. Donc, on prendra rendez-vous pour ça. Si tu le veux bien entendu. Malheureusement, on arrive à la minute signature, qui est une minute où nous partageons une phrase d'inspiration et de motivation. Et actuellement, nous venons de commencer la nouvelle année. Nous savons que beaucoup de gens sont dans la période des bilans, des réflexions et tout ça. Qu'est-ce que tu veux partager avec nous pour toutes les personnes qui nous regardent à la fois où tu es, en France, ici à Montréal, au Canada, et en Afrique et partout dans le monde? Comme je l'ai martelé tout au long de notre entretien, je pense que peu importe ce que vous avez envie de faire, faites-le. Foncez, parce qu'il y aura toujours des personnes pour vous empêcher de le faire. Il y aura toujours des embûches, des obstacles. Mais c'est la vie d'un entrepreneur. C'est pas donné à tout le monde. Peu importe le domaine d'activité. Être entrepreneur, c'est pas juste se réveiller un matin et avoir de l'argent sur un compte en banque. Pour ça, il faut se lever, il faut se clarer. Il faut entretenir la relation avec le client, il faut faire de la comptabilité, il faut faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec le business. Et pour la petite anecdote, ce matin, j'ai passé 4 heures à régler un problème de fibre optique bureau.
Voilà, donc et j'ai aucun, enfin voilà, si j'ai aucun problème à le faire parce qu'il faut le faire, parce que si je le fais pas, les collaborateurs ne peuvent pas travailler. Ok, on a le service technique, mais le mec 4 heures va arriver. Au final, j'ai réglé le problème. Donc voilà, un chef d'entreprise, c'est pas juste faire des meetings en chemise et avec la cravate. C'est aussi assurer la pérennité de son business et donc, foncez. N'ayez pas peur. Et si vous avez peur, prenez le temps de la réflexion. Et peut-être que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Et peut-être qu'il faut repousser le projet, mais bon, c'est comme les régimes. Il n'y a pas de bon moment. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le. Voilà. Non, mais écoute, merci infiniment, Sidney, pour ton bon partage et cette minute qui nous rappelle que oui, il faut foncer. Peu importe les obstacles, il faut foncer. Donc, et je pense aussi ton parcours est un beau modèle de résilience. Donc, merci infiniment pour ton partage et ton parcours. Merci à vous pour l'invitation. C'était et félicitations aussi à vous parce que vous interviewez à chaque fois des profils divers et variés. Votre projet est tout récent et donc c'est cool. Vous bénéficiez de l'ouverture du podcast au monde parce que les gens ont découvert le e-learning et le podcast avec le Covid. Donc du coup c'est cool et c'est pas évident d'aller chercher des intervenants, de poser des questions pertinentes comme les vôtres. Donc félicitations à vous. Merci infiniment. Max, c'est toujours un plaisir. Partagez, Jeff. Merci encore, Jeff. Merci, Sidney. Merci à vous deux. Donc, j'aimerais également remercier tout le monde à la maison qui nous écoute, à la maison ou ailleurs, qui nous écoute un peu partout, comme Max le dit, en France, en Afrique, au Canada, partout dans le monde. Donc, merci à vous d'être avec nous. Vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. On parle ici de LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci, à bientôt.